Avant de vous raconter ce qui s'est passé à Hautefeuille en Périgord à l'été 1870, il faut que je vous parle du contexte. Pas pour chercher des excuses à ceux qui ont fait ça. Des excuses, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais pour expliquer peut-être. Pas pour excuser, juste pour expliquer. Cet été-là, d'abord, il fait une chaleur de gueux. Depuis 4 mois, le soleil du matin au soir dessèche la campagne. Il a anéanti les cultures. La terre est dure comme de la pierre. Et la Nisonne qui coulait d'habitude en contrebas est à sec. Tout ça échauffe aussi les esprits. Et puis il y a la guerre de 70. L'empereur Napoléon III vient de déclarer la guerre à la Prusse. On se bat en Lorraine. C'est très loin du Périgord, je vous le concède. Mais d'après ce qu'on dit, c'est pas gagné. On parle déjà d'une défaite de l'empereur. Et ça ne plaît pas du tout aux paysans d'Hautefeuille. Du tout. Les seuls qui colportent ces nouvelles sont des Prussiens. Et moi je dis, vive Napoléon! Les paysans d'Hautefeuille sont derrière l'empereur. Alors que depuis quelques semaines, la campagne bruisse de 1000 rumeurs. J'ai entendu dire que les nobles ont lâché l'empereur. Si. Il paraît que c'était finance même la Prusse. Si. Il y en aurait qui aident des espions prussiens à s'infiltrer. Puisque je te le dis. Maintenant, vous êtes au courant du contexte de cette ignominie. Hautefeuille, pour tout vous dire, c'est à peine un village, C'est un gros bourg, quelques maisons blotties autour d'une petite église, et puis un foirail bordé de peupliers. C'est tout. C'est sur le champ de foire que ça va se passer, aujourd'hui, 16 août 1870. Venez avec moi. Aujourd'hui, c'est la foire aux bestiaux de Hautefeuille, comme 2 fois par an. Et tous ces gens-là, ce sont des paysans du coin, des artisans, des forains, et bien sûr des maquignons. Il y a du monde, pour un si petit bourg. Je dirais quoi, 1 millier de personnes au moins. On a dressé des tables à l'ombre des maisons transformées en auberges, et on boit, pardi. On boit du vin de Noah. C'est un blanc qui, disons, pique un peu la gorge. On dit que c'est un vin qui rend fou. Et du coup, ça parle fort. T'as encore du fourrage, toi? Parce que moi, j'ai plus rien de rien. On m'a manqué. Faudrait pas que les Prussiens débarquent, oh? Mais ce dont on parle, surtout ce jour-là, sur le foirail de Hautefeuille, c'est de la mort d'un gamin du village sur le front de Lorraine, le fils Pierrouty. Pauvre gamin. Quand on pense que quand on a tiré au sort ceux qui devaient partir à la guerre, il avait tiré le bon numéro. Il pouvait rester. Mais le père Pierrouty, figurez-vous, a revendu le bon numéro à un riche qui lui avait tiré le mauvais. Et le fils Pierrouty est donc parti à la guerre combattre les Prussiens à la place du riche. Et maintenant, il est mort. Voilà. Vous savez maintenant ce qu'il vous faut savoir pour tenter de comprendre ce qui va se passer maintenant, sur ce foirail de Hautefeuille écrasé par le soleil du mois d'août. L'une des histoires les plus terrifiantes de l'aventure humaine. Il fait déjà très chaud quand une charrette anglaise attelée à une belle jument de race arrive sur la place du foirail. Elle est conduite par le jeune vicomte Camille de Maillard. C'est le fils du maire du village voisin de Beaussac. Il est à peine descendu qu'un groupe d'hommes s'attroupe autour de lui. Ils veulent des nouvelles du front, des troupes de l'empereur. Ils ne savent pas lire, alors ils viennent voir celui qui sait. Vous lisez le journal, vous, monsieur Camille? Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce que je peux te dire, c'est que nos armées, malheureusement, ont dû se replier, derrière la Moselle. Se replier? Comment ça, se replier? Mais enfin, les soldats de Napoléon ne reculent jamais. À ce moment-là, le jeune Camille Maillard se sent comme bousculé par un groupe d'hommes dans son dos. C'est votre faute si on a été battu. Les aristocrates sont des traîtres. Vous envoyez de l'argent aux Prussiens pour nous faire battre.
Enfin, je serais bien sot d'envoyer de l'argent aux Prussiens, puisque je pars moi-même me battre sur le front la semaine prochaine. L'attroupement grossit à vue d'œil. Ceux qui viennent d'arriver demandent ce qui se passe. On leur répond. Il a crié à mort l'empereur. Je l'ai entendu. C'est un traître. Il fait tuer les nôtres à sa place. Il y a bien quelques villageois pour prendre sa défense, mais à un moment, on vient le prévenir à l'oreille. Monsieur Camille, partez, monsieur Camille, partez, sinon ils vont vous tuer. Et donc le vicomte s'enfuit en courant à travers champs, en criant « Vive Napoléon! Vive Napoléon, hein! Vive Napoléon !» Il y en a bien qui essayent de le rattraper, mais ils sont en sabots, et lui est en chaussures. Alors il n'y arrive pas. Et la rumeur maintenant, sur le foirail d'Autefeuille, dit qu'un ennemi de l'empereur s'est introduit dans la fête, ou bien qu'un Prussien s'est échappé. Et la rumeur, lentement, fait le travail qui transforme les hommes en bêtes fauves. À 2h de l'après-midi, arrive Alain de Monéis, à cheval. C'est un cousin de Camille Maillard, et il est lui-même adjoint au maire de Baussac. Ses amis l'ont prévenu qu'il n'était pas prudent, par les temps qui courent, d'aller se frotter à la cohue des gens de foire. Mais il est venu quand même parce qu'il a une affaire à régler. Et il a besoin d'un maçon pour réparer une grange. Et il faut le faire dardard, car dans 3 jours, il part à la guerre. Il s'est porté volontaire pour combattre les Prussiens. Quand il arrive sur le champ de foire, une dizaine de paysans se dirigent vers lui. « Mais enfin, que se passe-t-il » Rapport à votre cousin, le vicomte de Maillard. Vous savez que tout à l'heure, il a crié « À bas Napoléon et vive la République !» ici même, avant de s'enfuir. Enfin, parbleu, ça ne ressemble pas du tout à mon cousin. Ni de crier « À bas Napoléon », ni d'ailleurs de s'enfuir. Il l'a crié. On l'a bien entendu. Enfin, voyons. Que ceux qui sont là et qui ont entendu Camille Maillard crier « À bas Napoléon et vive la République » lèvent la main. Une main se lève, puis 2, puis 10, puis toutes les mains des hommes présents. Mais enfin, c'est un malentendu, mes amis. Enfin, vous savez que mon cousin est un patriote. Il part dans une semaine se battre au front, comme moi-même. Non, il a crié à l'empereur. On l'a tous entendu. C'est un traître. Je vous donne le nom de ces hommes qui encerclent Alain de Monéis. Lui, c'est Cussot. Là, c'est Pinard, Mazières et Buisson. Et puis là, les frères Campeau. La meute est maintenant haineuse et vociférante. Et lui aussi, c'est un traître. Hein? Il envoie de l'argent prussien. Mais enfin, c'est absurde. Je vous ai dit que je pars moi-même dans 3 jours me battre pour défendre la France en danger. C'est un traître. Il faut le prendre. Et là, l'un des frères Campeau qui s'est placé derrière Alain de Monéis lui attrape l'oreille et se met à tirer dessus comme un soudard. Et ensuite, Cussou, bim, lui balance son poing dans la mâchoire. Après quoi, un vieillard le pique au cou avec son aiguillon. Et là, le sang coule. Et ça fait monter d'un cran le climat de haine. Et les bâtons et les gourdins se mettent à tournoyer dans l'air surchauffé. Assommez-le! Assommez le Prussien! À ce moment-là, un petit groupe d'habitants de Hautefeuille, rejoint par des métayers de la famille de Monéis, tente de s'interposer. Arrêtez de suite, enfin! Ça n'est pas un Prussien! C'est un brave homme! C'est l'adjoint au maire de Baussac! Il a crié à l'Empire! Il a dit vive la République! Il doit mourir! Hein? Et ceux qui le défendent comme toi sont des traîtres, eux aussi! Viens, Alain, viens! Ces gens sont devenus fous. On va t'amener chez monsieur le maire. Si on compte bien, ils ne sont que 5 à ce moment-là à protéger Alain de Monéis en direction de la mairie. 5, c'est pas beaucoup. Et les coups commencent à pleuvoir. Coups de bâton, coups de gourdin, coups de canne. Ils sont devenus fous.
Il y a bien un moment où, alerté par les cris, le vieux patron de l'auberge Mondou veut essayer de les sauver. Arrêtez! Mais arrêtez donc enfin! Vous vous trompez, c'est un honnête homme. Une vingtaine de gars l'entourent. Dis donc toi, ceux qui protègent les Prussiens, hein, sont des Prussiens, t'es? Sur le bord du chemin, il y a un vieux cerisier, et ça donne des idées à certains. Pas de nom, le Prussien! Un homme jette alors une corde sur une branche, mais la branche casse. Monéis, la tête en sang, tente une dernière fois de sauver sa peau. Écoutez-moi, mes amis. Je pars pour la guerre dans 3 jours. Je ne suis pas plus prussien que vous. Qu'il crève, mais qu'il souffre d'abord. Cochonne prussien. C'est là que le curé Saint-Pasteur, alerté par des habitants, surgit en trompe du presbytère. Il a un pistolet à la main, figurez-vous. Mais la vue d'une soutane ne fait qu'exciter les esprits. Ne te mêle pas de ça, feignant, va. Les nobles et les curés, c'est la même chose. Tous des traîtres, tous des Prussiens. Et le curé reçoit sa dose de coups de bâton et de crachats. Et donc il fait demi-tour. Hé, le curé, si t'es courageux, va. Crie donc vive la République. Ah non, non, je crie vive l'empereur. Alors offrez-nous à boire, t'es, hein, qu'on puisse trinquer à la santé de l'empereur. D'accord? Bien volontiers, je vous attends tous dans la cour du presbytère. Et monsieur de Monéis trinquera avec nous, n'est-ce pas? Et qui c'est celui-là de Monéis, là? Mais c'est le pauvre homme que vous martyrisez, boucre de couillon. L'abbé Saint-Pasteur a réussi sa diversion. Et la nouvelle se répand dans toute la foire que le curé paye son coup au presbytère. Mais le répit est de courte durée. Comme on n'est pas loin de la mairie, Alain de Monéis et ses proches décident d'aller s'y réfugier. Mais le maire est un pleutre. C'est une couille molle. Il descend 3 marches de sa mairie et il s'adresse mollement à la foule. Cessez donc, je vous en prie, hein? Si ce monsieur est coupable, hein? C'est à la justice d'en décider, non? C'est un Prussien! Il faut le tuer! À ce moment-là, il faudrait fermer les portes de la mairie et le protéger. Mais derrière le volet, à l'étage, une voix se fait entendre. Pour qu'il vienne casser la vaisselle? Ah, ça pas question! C'est la femme du maire, Madame Mathieu, qui, en une phrase, vient de rejoindre le camp des lâches. Et la foule se remet donc à frapper Alain de Monéis. Des coups sur la tête, sur les reins, qui le font chanceler un peu plus. Il est au bord de s'effondrer. Et c'est alors que le maréchal Ferrand Chambord se hisse sur les 3 marches de la mairie. Amenez-le chez moi, hein? On va le faire, hein? On va le faire comme un bœuf. La suite est à peine disciple. Mazière et Buisson traînent Monéis jusqu'à la forge. Ils le sanglent à la machine qui sert à immobiliser les bœufs. On lui arrache ses habits. On va lui soigner les ongles comme il faut à celui-là. Et là, un villageois s'empare d'une pince et se met à tirer de toutes ses forces sur l'ongle de son gros orteil, jusqu'à tomber à la renverse avec l'ongle de Monéis au bout de sa tenaille. Hé, dites les gars, vous avez oublié que le curé paye son coup? Et là, la foule d'un coup abandonne Monéis sanglé à la machine. Le presbytère est envahi de soifards, qui gueulent à qui mieux mieux. Vive Napoléon! Tandis que le bedeau remonte par caisse entière des bouteilles de la cave. Pendant ce temps-là, la panique a gagné le foirail. Les gens s'en vont, et les femmes crient leur désespoir de voir leurs maris devenus des monstres. Et plusieurs groupes s'en vont chercher en charrette les gendarmes de Montron, à 12 kilomètres. Au même moment, un homme fait route vers Hautefeuille à bride abattue. C'est Pascal, le serviteur de monsieur de Monéis. On lui a dit qu'une foule enragée avait entrepris de torturer un noble, pourvu qu'il ne soit rien arrivé à son maître.
presbytère, le vin coule à flot. L'ambiance est surchauffée. Le maire est là, et les rares protecteurs d'Alain de Monéis tentent en vain de réveiller son autorité. Enfin, monsieur le maire, intervenez, par pitié. Enfin, vous ne pouvez pas laisser assassiner un innocent. Vous devez intervenir. Moi, je ne les connais pas, moi, ces gens. Hein? Ils sont pas de ma commune. Hein? Qu'est-ce que je peux faire contre des centaines d'avinés? À ce moment-là, Pascal, le serviteur d'Alain de Monéis, arrive au bourg. Oh Pascal, c'est horrible. Hein? On assassine votre maître, hein? Là-bas, dans la forge. Ils l'ont attaché au travail. Vite, faut le sauver. À la forge, Pascal trouve son maître défiguré, les yeux collés par le sang séché et par la poussière. Oh Pascal, oh mon brave, tu es là. Ils m'ont pris pour un Prussien, Pascal. Ce sont des criminels. On va vous sortir de là. Pascal est en train de défaire les sangles quand un jeune gars venu du presbytère le surprend et s'en va prévenir les autres, qui rappliquent illico. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils reprennent possession de leur victime et ils se remettent à le frapper. Ils sont maintenant plus d'une centaine en cercle autour de lui, à viser la tête, la nuque, les reins, en criant « Vive l'empereur !» C'est le père Piarouti qui donne le coup de grâce. Un coup de crochet de sa balance qui fait gicler le sang. Il lui a fracassé le crâne. Il est mort. Oh, s'il ne l'est pas, ça ne va pas tarder. Mais croyez-vous que ça va s'arrêter là? Le maire, finalement, consent à ce qu'on l'emmène chez lui. Mais pas dans sa maison, hein. Dans son étable à moutons, où on le couche sur le crottin. Et là, deux gamins montent sur le toit de la bergerie, ils écartent les tuiles, ils veulent pisser sur le Prussien. Ça ne s'arrêtera jamais. Là-dessus, Buisson, Mazière, Licoine et les frères Campeau arrivent. Et ils défoncent la porte de la bergerie. Ils tirent Monéis par les pieds, il est mort ou mourant, et ils lui donnent tous un dernier coup. Il n'a plus forme humaine. Sur son visage, on ne distingue plus ni les yeux ni la bouche. Et maintenant, son corps est couvert de mouches. Il faut cramer ce sale Prussien, hein? On va le cramer, t'es? Le maire est là. Il exprime d'un geste son impuissance. Eh bien, mangez-le si vous voulez. Et là, incroyable. Alain de Monéis, qu'on croyait mort, se relève d'un coup. Et il se met à marcher en titubant. Un mort-vivant. Ça fait son petit effet sur la foule. Les gens s'écartent. Mais ça ne dure pas longtemps. Le jeune Campeau, qui ne croit pas aux fantômes, lui assène un nouveau coup sur la tête. Bim! Et c'est alors que Chambord, le maréchal Ferrand, a une idée. Arrêtez tout, arrêtez tout. On va brûler le cochon tant qu'il est vivant. D'accord? On pourrait peut-être l'écarteler un peu avant. Et là, 4 hommes se saisissent des 2 pieds et des 2 jambes et tirent comme des bœufs chacun dans sa direction. L'un des pieds se déchausse, Campeau se retrouve cul par terre, ça fait bien rire tout le monde. Après quoi, les frères Campeau reprennent chacun une jambe et se mettent à traîner le corps vers le sommet du bourg. La tête frotte le sol et elle laisse derrière elle comme un sillon de sang. Ils arrivent à l'endroit choisi pour brûler le cochon. Allons chercher du bois. Il nous faut de la paille aussi. On amène de la paille, des débris de charrette, des planches, des branchages, des piquets. On les met en tas sur le corps. Et c'est un enfant de 7 ans qu'on surnomme Napoléon, qui est désigné pour mettre le feu. Allez, vas-y, Napoléon, hein? Brûle le Prussien. Mais dans la foule, il y en a qui ont déjà compris qu'il y aura une enquête, et sans doute un procès. Ne le fais pas, Napoléon, non? Sinon, les gendarmes viennent de te chercher pour te mettre en prison. Alors le petit Napoléon s'enfuit sans demander son reste. Et c'est le maréchal Ferrand Chambord qui craque l'allumette. Et la foule applaudit. Le Prussien est mort! Vive l'empereur! Des chapeaux volent en l'air, et ça chante. Et quand le corps en proie aux flammes se met à grésiller, eh bien, quel dommage de perdre
toute cette Grèce. Ils interrogent un par un tous les habitants. Ils en arrêtent 50 et ils les collent en prison à 7 ou 8 par cellule. Le maire est le premier dans le viseur des gendarmes, bien qu'ils disent qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Certains prétendent qu'il devait beaucoup d'argent à Alain de Monéis et que, sous l'influence de sa femme, il a choisi de laisser faire pour effacer l'ardoise. Le ministre de l'Intérieur décide par décret sa révocation. Et c'est l'aubergiste Élie Mondou qui prend sa place en attendant de nouvelles élections. Le 18 août a lieu l'enterrement d'Alain de Monéis, à Baussac. La plupart des habitants de Haute-Faille sont là, et même le maire. Mais il n'a quand même pas osé mettre son écharpe tricolore. Au final, le juge inculpe 21 personnes, alors qu'ils étaient au moins 500 à avoir participé d'une manière ou d'une autre au lynchage, et au moins la moitié à avoir porté des coups. Mais le juge pouvait-il arrêter tout un village, voire tout un canton? Et donc il s'est arrêté sur 21 personnes qui, le 13 septembre, sont transportées de la prison de Montron à celle de Périgueux dans 2 fourgons cellulaires. Et dans la foulée, la mère du martyr de Haute-Faille, Madame de Monéis, décède, dit-on, de chagrin. Pour vous dire à quel point l'événement a marqué les esprits dans la région et au-delà, le sous-préfet de la Dordogne, figurez-vous, propose au gouvernement que la commune de Haute-Faille soit tout simplement rayée de la carte, qu'elle soit rattachée aux communes voisines de Montron ou de Baussac, effacer Haute-Faille pour tenter d'effacer le crime. L'idée sera finalement abandonnée. Le procès s'ouvre au palais de justice de Périgueux le 13 décembre 1870. Il doit durer 1 semaine. La foule est là, dedans, et surtout à l'extérieur du palais de justice. Les 21 accusés font leur entrée au milieu d'un détachement de gendarmes. La lecture de l'acte d'accusation est un moment sordide. L'instruction a permis de retracer presque minute par minute les gestes et les paroles de chacun, et notamment le rôle joué par Chambord, par Buisson, par Jean Campeau, par Piarouty et par Mazière. Ils sont accusés d'homicide avec préméditation. Le maire non plus n'est pas ménagé par l'accusation, mais il n'est pas parmi les 21. Le maire était à quelques pas, balbutiant, ne bougeant pas. Quand les bourreaux ont poussé leur victime sous le travail affairé, où on voulait le pendre et le brûler, quand les coups qui ne cessaient pas résonnaient sur sa tête et ses jambes comme un fagot de bois, eh bien le maire suivait toujours, avec son écharpe. Quand on les interroge, tous les accusés reconnaissent leur tort. Mais ils disent tous qu'ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'un Prussien. Et ils mettent en cause l'alcool servi par le curé. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense souligne l'injustice de n'avoir retenu que ces 21-là. Ils étaient au moins 300, 400 à participer à ce lynchage. Je ne l'invente pas. C'est dans le dossier d'instruction. Alors pourquoi cela? Et pourquoi pas les autres? Le verdict tombe au bout d'1 semaine. Chambord, Buisson, Piarouty et Mazière sont condamnés à mort. Et Jean Campeau aux travaux forcés à perpétuité. Il ira purger sa peine en Nouvelle-Calédonie. Et les autres prennent entre 1 an et 8 ans de prison. Et le juge ordonne que l'exécution des 4 condamnés à mort ait lieu à Haute-Faille, sur la place du village, en public bien sûr. On dresse l'échafaud le matin du 6 février. Les 4 sont guillotinés dans un froid glacial. D'abord Piarouty, puis Buisson, puis Mazière, puis Chambord en dernier. Pendant longtemps, à Haute-Faille, les événements du 16 août 1870 sont restés tabous. On n'en parlait pas. On parlait d'autre chose.
Il a fallu attendre un siècle, le 16 août 1970, pour qu'une messe de pardon soit célébrée dans l'église d'Hautefeuille en présence des descendants et de la victime et des 4 condamnés à mort. Et quelques années plus tard, en 1977, le maire de l'époque a proposé enfin d'installer une stèle commémorative. Eh bien, il a dû y renoncer 100 ans plus tard, parce que les gens avaient encore trop honte.